Bienvenue à Beautiful People, le podcast qui se penche sur les phénomènes psychologiques et sociologiques. Bienvenue, épisode aujourd'hui sur les émotions. C'est un podcast de luxe dans le fond parce qu'on a le luxe de réfléchir à nos émotions parce que on a du temps devant nous. C'est incroyable. Peut-être que je suis fatiguée puis j'étais un peu philosophique. Là, on est vendredi. Bref. Cette semaine, mon invité, Serge Lecourt, professeur titulaire à l'Université de Montréal, psychologue clinicien, également directeur d'un laboratoire de recherche qui se penche en fait sur les émotions et de la manière qu'on les gère en fait, puis les liens qu'il y a à faire avec la santé mentale. Donc tout ça, ça nous a mené à un fabuleux podcast, un podcast de luxe. Fait que on a parlé d'émotions. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Faisons la paix avec nos émotions. Salut, bon podcast. Serge Lecourt, merci d'être ici avec moi cet après-midi. C'est vraiment apprécié. Je sais que c'est aussi de votre temps en ce vendredi. Fait que merci beaucoup. Mm-hmm. Je commence toujours en demandant si ça vous dérange que je vous tutoie. Ah ben non. Non, excellent. Allons-y. Excellent. Donc, tu es un spécialiste, on pourrait dire grossièrement, des émotions et de leur gestion surtout. Moi, j'avais vraiment le goût de te parler. Ça se peut que ça revienne le vous. Okay. Vous allez voir, je suis un peu habituée. Oui, il y a quelque chose que j'ai remarqué, puis j'avais le goût de commencer avec ça. Parce qu'avec toute la venue un peu de la psychopop sur les réseaux sociaux et tout ça, je trouve que il y a une petite confusion dans nos discours parfois. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Puis j'avais le goût de mettre carte sur table avec vous puis de vraiment faire les distinctions entre émotion, état d'âme, humeur, sentiment. C'est quoi une émotion véritablement? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? C'est vraiment une bonne question. C'est une grosse question aussi. Parce que si j'avais à dire une chose essentielle, c'est que les émotions, c'est bon pour nous. Mais pour ça, il faut s'entendre justement sur les termes. Là. Puis, les gens peuvent facilement dire « Ouais, mais la dépression, c'est pas bon pour tout le monde. » Mais justement, c'est là où les définitions sont importantes. Les émotions, ça fait partie de notre équipement d'être humain. C'est un peu l'évolution qui nous a laissé des sortes d'automatismes là, pour réagir à des choses importantes. Fait que quand il y a quelque chose qui se passe d'important autour de nous, on a, qu'on le veuille ou non, une réaction automatique qui nous bouge, qui nous fait aller soit dans la direction vers cette affaire-là ou dans la direction « je m'éloigne de cette affaire-là ». Donc, que ce soit des situations avantageuses, on va être équipé pour aller vers ça puis en profiter au maximum. Puis si c'est des situations désavantageuses, on va essayer de gérer puis de régler le problème là, qui est associé à ça. Donc, longue définition pour parler en fait, c'est des petits modules de réaction qu'on a qui sont activés automatiquement quand on est devant une situation importante. C'est un peu abstrait, là, mais une situation importante, c'est comme, par exemple, ma vie est en danger. Il se passe quelque chose qui est menaçant pour moi, mais la réaction automatique que je vais avoir, c'est de la peur, par exemple. Mais, par exemple, admettons, je sais que le stress, c'est pas une émotion, si je me trompe pas, mais ça pourrait fitter avec votre définition en ce moment. Mais justement, donc... Là, j'essaie de définir émotion, qui est cette petite réaction qui ne dure pas longtemps, puis qui disparaît quand on a réglé le problème. OK. Mais il y a d'autres concepts qui parlent de choses qui ressemblent aux émotions, comme le stress, comme l'anxiété, comme la dépression. Qui ne sont pas des émotions. Comme la violence. Tout ça, là, ce ne sont pas des émotions. Ce sont, on pourrait dire... ça part d'une émotion, mais c'est une émotion qui est rendue... Presque viscérale? Oui, mais c'est pas vraiment ça, parce que même les émotions, il y a quelque chose qui est important, qui est viscéral, qui nous prépare justement à l'action. Et ça, c'est bon. Parce que, je donnais l'exemple de la peur.
s'il arrive quelque chose subitement, puis qu'il faut, il faut bouger, il faut courir, tout ça, ben, viscéralement, on est prêt à le faire. Parce que si on ne l'était pas, on ferait quelques pas, puis on tomberait à terre parce qu'on n'aurait pas toute l'énergie dans nos muscles. Puis un peu l'adrénaline là, qui pousse. Exact. Ça fait que ça vient un peu du cerveau reptilien, là, si je comprends bien. Parce que si on parle, on parle d'évolution, j'imagine que... Puis de l'utilité des émotions au cours de l'histoire et tout, ça veut dire que c'est assez vieux. C'est vieux, mais c'est plus récent quand même que le cerveau reptilien. Là. Si tu veux prendre cette image-là... je me demandais. En fait, c'est la couche qui vient du dessus. Les reptiles, le cerveau reptilien, c'est juste les automatismes. Là. C'est les réflexes. OK, parfait. Ouais. Donc, les émotions, c'est utile, mais il peut arriver avec le temps que l'émotion se désagrège un petit peu ou se complique à cause d'autres émotions. Et ça forme l'anxiété, par exemple, ou la dépression, ou le stress. Fait que, mettons, l'anxiété, c'est pas juste une période prolongée d'émotions stressantes. On pourrait pas définir ça comme ça, ou oui? Ça pourrait. C'est juste que... ça pourrait. On pourrait, dans certains cas, peut-être dire que si on est constamment exposé au problème qui fait peur, ça finit par activer la peur constamment. OK. Mais il y a autre chose aussi qui vient avec, comme l'anxiété puis le stress, c'est que quand je dis que c'est compliqué, c'est une peur compliquée parce que c'est une peur qui dure un peu pour rien. C'est qu'on rumine. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on imagine, par exemple, il y a quelque chose qui s'en vient, je sais pas, j'ai mon loyer à payer, puis je serais pas capable, puis... Et des fois, on a des pensées qui nous placent un petit peu dans une position d'impuissance. Puis on a l'impression qu'on ne pourra pas faire face à ce qui s'en vient. Et ça, c'est le modèle un peu de l'anxiété, par exemple. Okay. Donc, l'inquiétude chronique, là, il y a un peu de ça là-dedans. Donc, c'est un peu la peur qui est détournée, peut-être à cause de la rumination, puis à cause du sentiment comme d'impuissance, qui peut venir du passé aussi. Là. Okay. Le stress, c'est un peu ça. C'est juste que, comment je peux dire, c'est le corps beaucoup qui réagit. Tu sais, quand on parle de stress, c'est souvent le côté somatique de l'anxiété, là, l'anxiété qui persiste. Donc, on sent les effets sur le corps. Puis c'est correct, je veux dire, dans un épisode de peur, c'est correct d'être activé dans le corps, mais c'est vrai que si c'est prolongé, ça finit par nuire. Là, par pas plus être fonctionnel. Là, c'est carrément. Ça nous use même, tu sais, dans notre corps. Là. Ben oui, puis en fait, ça me fait penser, j'avais lu, je pense que j'avais lu ça dans un livre d'écoute, justement, qui parlait de un choc stressant, là, un épisode très, très particulièrement stressant, là, auquel, d'une ampleur, pouvait rendre plus précoce l'apparition de cheveux blancs, là, tu sais, ou à quel point il y a comme un lien entre notre corps carrément, puis nos émotions. J'ai déjà entendu, puis là, interrompez-moi si je me trompe, là, je sais pas si c'est quoi qui est empiriquement soutenu là-dedans, mais aussi tout ce qui est colère, tension artérielle, problèmes cardiaques éventuels, tout ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Ce qui est vrai dans tout ça, c'est que quand on vit des émotions négatives, donc on est activé dans notre corps, il y a les hormones du stress là, qui sont comme stimulées, là, qui sont envoyées dans le corps. Et ça, ces hormones-là ont un effet sur le système immunitaire. Puis, ça l'affaiblit, là, ça inhibe le système immunitaire. Donc, ça nous rend plus fragiles. Et ça a été démontré que quand on vit beaucoup d'émotions négatives dans la vie, on est plus susceptible d'avoir des maladies cardiovasculaires. En fait, on meurt plus rapidement aussi. Carrément. Donc, ça nous rend vulnérables dans notre corps. Donc, pour la santé, là, c'est pas très bon de rester dans des états émotionnels négatifs. Puis, on dit ça aussi, mais puis encore là, si on
se fie au modèle des Big Five, par exemple, qui est un modèle, là, je le rappelle, là, pas une théorie en psychologie. Si on prend le trait du névrosisme, qui est comme carrément la tendance presque innée, tu sais, d'avoir une capacité, une tendance à vivre des émotions négatives plus facilement, tu sais. Fait qu'il y a des gens carrément qui naissent avec une tendance à vivre facilement des émotions négatives. C'est quand même incroyable quand on pense à ça. Puis il y a des gens comme qui sont carrément à l'inverse, qui sont très, très difficiles à ébranler, mettons, émotionnellement. Ouais. Est-ce que, bon, je suis pas très déterministe à ce niveau-là, heureusement. Il faut qu'on se le rappelle qu'il y a des manières de gérer tout ça. Mais si on y pense, je sais pas comment dire. C'est comment qu'on le sait puis comment qu'on gère ça par après, tu sais. Quand on part avec le fait qu'on sait qu'on a cette tendance-là, tu sais. Ouais. C'est un cas, c'est un fait qu'il y a des gens qui naissent avec on va dire une facilité à vivre des émotions négatives. On appelle ça le tempérament, là, tu sais, qui se développe très, très jeune. Oui, puis ça fait partie de la biologie aussi. Ça fait partie de... Tu sais, il y a des influences génétiques qui font que, par exemple, on vit de la peur plus facilement. Okay. Il y a des enfants très timides, par exemple, là, dès la naissance. Là. Donc, ça fait partie du tempérament. Et même s'il y a une base biologique, ça ne veut pas dire que ce trait-là va rester. Parce que même quand c'est biologique, c'est toujours en interaction là, avec les soins, par exemple, avec comment on est élevé, comment on est socialisé là, avec les émotions. C'est ça. Donc, supposons que vous avez un enfant, par exemple, qui est très timide, mais si vous avez des parents qui sont très comme attentifs à ça, très encourageants, vous allez avoir un adulte qui ne sera pas nécessairement timide. Là. OK. Puis c'est la même chose pour les émotions négatives. C'est la même chose comme quelqu'un qui est craintif, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est... donc, tous ces éléments de tempérament-là, c'est pas le destin. Autrement dit, le tempérament-là, puis ce qu'on a dans les gènes, on n'est pas déterminé par ça. Puis ça, on est un peu chanceux quand même. Ouais. Si on a un environnement qui est un bon match avec nous, mais c'est pas que ça annule, mais ça calme tout ça. Puis comme adulte, ben justement, on n'est pas obligé d'être hyper timide, hyper colérique. Puis, mais mettons hypothétiquement que tu nais dans un environnement qui n'est pas nécessairement un bon match avec ton tempérament, en fait. Qu'est-ce qu'on fait rendu adulte quand on se rend compte de tout ça? Ben, je pense que c'est le cas de plein de gens là, qui vivent des dépressions puis qui vivent souvent des affects négatifs puis qui sont comme un peu dans cet engrenage-là. Je sais aussi que vous êtes vraiment là-dedans au niveau des recherches pour tout ce qui est gestion d'émotions. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne change pas juste pendant l'enfance, là. Okay, donc, même si on a un tempérament difficile puis que on a eu des parents moins bien ajustés, on va dire, comme adulte, avec quand même des réactions difficiles, on peut continuer à évoluer. Puis, bon, on le fait par la psychothérapie. Je suis psychologue clinicien, donc je vais parler pour ma paroisse, là. Mais c'est pas vraiment une paroisse, mais bref, je veux dire, la qualité de vie... c'est bien pour tout le monde. Là. Donc, la psychothérapie, ça aide à améliorer sa qualité de vie. Mais c'est aussi de faire une bonne rencontre, tu sais, amoureuse, une bonne amitié encourageante, tu sais, un patron, un professeur. C'est ça, même adulte, on peut changer grâce, tu sais, à des relations, c'est ça, des relations comme soutenantes. Je trouve ça drôle, ça rejoint un peu, puis là, je sais pas ce que vous en pensez de ça, je serais curieuse d'ailleurs. Ça me fait penser un peu à Durkheim puis sa typologie par rapport au suicide, tu sais, les différentes sortes de suicides, puis altruisme, et en tout cas, je m'étalerai pas là-dessus, mais tu sais, qui fait référence à la manière qu'on est connectés les uns les autres. Tu sais, des gens qui sont trop connectés, c'est
tu sais, admettons, dans des sectes, là, tu sais, qui vont être prêts à mourir pour leur... Maman. tu sais, c'est une forme de suicide dans sa typologie. Quelqu'un qui est pas assez connecté, justement, qui a pas de relation, qui a pas de lien social, qui est plus enclin. Vous pensez quoi de ça, mettons? Parce que, tu sais, Durkheim, en fait, c'est un sociologue, là, c'est pas un psychologue. Ouais, là, c'est fait que ça. je serais curieuse quand même. Puis ça date quand même. Je pense que c'est le début du Ouais. 20e siècle, là, mais tu sais, ça parle quand même de l'environnement puis des relations, comment ils sont configurés et Ouais, tout. Je ouais. sais pas si vous aviez Oui, ben à un une impression niveau, là-dessus. c'est sûr que moi j'en fais une analyse plus psychologique Ouais, c'est là, clair. comme du suicide ou de la dépression. Puis en psychologie, il y a comme deux grands modèles, on va dire. Un modèle plus relationnel. OK. Puis par exemple, on peut vivre beaucoup de détresse si on se sent séparé, si on se sent aliéné des autres et tout ça. Puis un autre modèle qui est plus, comment je peux dire, autocritique. Tu sais, qu'on est pris avec nous-mêmes, tu sais, c'est comme on n'est pas à la hauteur selon nos critères, puis on se tape sur la tête. Donc, le Un peu suicide... comme l'anxiété de performance. Ouais, les critères de performance, ça va avec ce modèle-là. OK. Tu sais, qu'on se donne... tu sais, on a comme un personnage dans notre tête qui est jamais content. Donc, ça, c'est un peu le modèle autocritique, on pourrait dire. Puis, donc, on peut se faire du mal Par comme nous-mêmes, ça, carrément. parce qu'on se trouve pas à la hauteur, on se trouve niaiseux, puis on peut être méchant avec nous-mêmes, là, d'une certaine façon. Donc, ces deux modèles-là, plus interpersonnels, puis plus autocritique, tout ça, c'est... Je trouve ça plus utile, là, disons, dans mon travail. Oui, bien, en fait, ça peut presque être lié aussi au modèle des Big Five qu'on parlait tantôt, parce que là, on a parlé d'un trait qui est le névrosisme, donc notre tendance à vivre des affects négatifs, mais j'imagine que si tu as une tendance, mettons, plus relationnelle de développer, mettons, la dépression ou l'anxiété face à ça, ou un modèle plus vraiment autocritique et compagnie, c'est aussi lié à d'autres traits, donc extraversion, introversion, à quel point tu as besoin d'être tout seul. C'est quand même intéressant. Mais aussi, un autre aspect que je voulais souligner, parce que je trouve qu'on... Tu sais, tantôt, en fait, vous avez commencé avec ça, à parler de comment qu'on se parle à nous-mêmes, en fait, là, tu sais, dans le modèle autocritique. Puis vous en avez parlé aussi au tout début, quand vous dites l'anxiété, c'est un peu ça, c'est que si tu te parles. Fait que, est-ce qu'il y a ça aussi, j'imagine, qui peut jouer, là, tu sais, autre que nos relations, on essaie de donner des pistes de solutions. Oui, la psychothérapie, c'est toujours une bonne piste, mais tu sais, je pense que quelqu'un qui, peut-être, qui a pas nécessairement les ressources pour le faire, ou... bref, on sait que les attentes aussi sont longues. Fait qu'est-ce que, de manière volontaire, quelqu'un pourrait se pratiquer à changer son discours mental, tu sais, qui se dit à lui-même? Est-ce que ça aurait un effet ou est-ce que ça nous rattrape toujours? Non, mais c'est sûr qu'on peut, on peut apprendre à s'observer, puis comme attraper des choses, puis dire « Ah, c'est drôle que je fasse ça. » C'est drôle que, par exemple, je sais pas, je suis jamais content de ce que je fais. Je vois les gens qui me font des compliments, mais on dirait que j'y crois pas. Puis c'est sûr qu'on peut faire des observations comme ça, puis se rendre plus attentif au discours interne. C'est clair là, qu'on peut faire du changement. Là, puis, je veux dire, il y a plein de façons. Hein, c'est comme s'auto-observer, apprendre, par exemple, à avoir plus conscience, plus de pleine conscience de comment on est dans le moment. Mais tout ça, ça parle d'une sorte d'ouverture à écouter qu'est-ce qui se passe en dedans. Je pense que c'est la première étape. Puis, tu sais, quand je disais au début, tu sais, les émotions, c'est bon pour vous, je vais rester sur ce fil rouge-là tout le temps. Absolument. Puis, vraiment, je pense que la première étape, c'est de développer cette ouverture-là à entendre ce qui se passe en dedans. Tu sais, souvent, on arrête de s'écouter, d'écouter comme les signaux. Tu sais, par exemple, je me suis énervé. C'est donc pas correct que je fasse ça. Je devrais arrêter. Alors que, OK, on s'est énervé, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui s'est passé qui a déclenché l'irritation, la colère.
Puis souvent, cet aspect-là, ça a appris aussi. Tu sais, c'est souvent en lien avec d'autres. T'as dit appris? Oui, appris un peu. Tu sais, c'est pas inné nécessairement que tu te fâches à telle affaire. C'est vraiment que souvent, tu as eu des situations semblables. Puis ton cerveau, c'est ce qui te renvoie. Puis des fois, c'est pas tout le temps intelligible nécessairement, à moins que tu te poses vraiment la question. Tout à fait. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'émotions dans un sens un peu évolutionniste, là, tu sais, très darwinien. Puis ce qui déclenchait les émotions, c'était des grands... comme des grands événements prototypiques, là, tu sais, une menace, tout ça. Mais quand on se développe, on ajuste, tu sais, toutes ces catégories-là à ce qui s'est passé, à partir de ce qui s'est passé dans notre vie. Tu sais. Par exemple, ce qui nous fait peur, ça peut être un léopard, tu sais, ou un prédateur, tu sais, dans la savane africaine, tout ça, mais ça peut devenir justement un grand frère sadique, là. Tu sais, ça peut devenir des parents qui sont, tu sais, abusifs, là. Tu sais, donc, on apprend à ajuster nos réactions émotionnelles en fonction des modèles puis des expériences qu'on a eues. Et ça forme notre mémoire émotionnelle. Puis quand on est adulte, on réagit à partir de ces ajustements-là. Donc, ce qui devient menaçant, ben ça dépend. Ça dépend de ce qui est arrivé. Ce qui devient, on va dire, intéressant aussi, ça dépend de ce qui est arrivé. Donc, oui, tout à fait. Puis c'est pas toujours réaliste, là, c'est pas toujours rationnel, les réactions. Mais c'est un peu forgé là, par en fait, les interactions qu'on a eues là, dans notre développement. Là. Mais je trouve ça dommage aussi. Il y a cette espèce de mythe-là, une espèce de supériorité pour ce qui est de la pensée rationnelle. T'sais, on est très, très... Ça, c'est rationnel, ça l'est pas. Mais si on pense à ça un peu, la pensée rationnelle, donc on pourrait renvoyer à nos émotions, il y a quand même l'empathie là-dedans aussi, qui a une fonction sociale et relationnelle assez incroyable, qui est assez, en fait, essentielle, là, notre survie, si on pense à ça. Justement, si je peux faire un petit bout là-dessus, comme, oui, on a une intelligence rationnelle, mais on a aussi une intelligence émotionnelle. Fait quand on se sert bien de nos émotions, on est encore mieux que si on était intelligent, comme rationnellement. Ouais. Tu sais, la qualité de notre vie dépend beaucoup de notre justement capacité à lire nos émotions pour prendre de bonnes décisions, pour régler les problèmes dans notre vie. Donc, je reviens à cette idée-là c'est vraiment important d'être ouvert à notre monde émotionnel, puis, tu sais, à apprendre à nous connaître à partir de nos réactions. Est-ce que vous avez des trucs que vous donnez à vos patients, mettons? Est-ce que, je sais pas, méditation? Tu sais, personnellement, mettons, d'un point de vue expérientiel, moi, j'ai vécu dans un univers de garçons, là, tu sais, vraiment toute ma vie. Fait que, tu sais, on devine que les émotions, tu sais, mettre des mots sur les émotions, je pense que juste ça, genre, je me suis rendu compte que j'étais incapable à un certain moment de ma vie. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai du travail à faire là-dessus. Puis, tu sais, une chose qui m'a vraiment aidée, c'est ça, c'est l'écriture automatique, par exemple. Tu sais, tout ce qui est... en fait, même que c'est ça qui m'a un peu amenée vers la poésie, ces affaires-là. Puis c'est pas nécessairement que j'en lisais beaucoup, c'est vraiment juste que moi, ça m'aidait de donner une image à comment je me sentais. Puis là, après ça, j'étais capable de déduire, OK, ça ressemble à tel genre d'émotion. Puis, tu sais, de fil en aiguille, puis là, je parle vraiment pour mon cas, là. Mais comme, tu sais, de fil en aiguille, ça m'a vraiment aidé, là, en vieillissant, là, au cours de mon développement, puis ça m'aide encore. Ça, la méditation aussi, tu sais, de prendre un instant. Je pense que l'humain est pas... Je pense que c'est quelque chose qu'on mentionne pas, tu sais, à quel point que c'est important dans une journée de s'asseoir puis de juste repenser à sa journée. Tu sais, tout ce qui est insomnie et compagnie, là, ça me fait popper plein de lumière en parlant de ça, mais tu sais, insomnie, c'est un peu ça, là. J'ai presque l'impression que c'est... Tu prends pas assez de temps pour t'asseoir et réfléchir, fait qu'à un moment donné, ça t'arrive à ton sommeil, puis ton niveau, je sais plus quelle hormone d'ailleurs, te tient éveillé, j'ai cortisol en tête, mais je pense que c'est pas ça, ouais. Ah,
Mais trop bonne. Mais ouais, qu'est-ce que je disais là-dessus? Ben ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est ça, l'importance de s'asseoir puis de réfléchir pour 30 secondes dans ta journée, comment tu te sens, puis... Mais comme tu le dis, ça peut prendre toutes sortes de moyens. Ça peut être l'écriture, ça peut être, ça peut être la méditation, ça peut être la musique qu'on écoute. On choisit une musique qui vient comme... nous chercher, puis on s'en rend pas compte. C'est ça. Puis c'est surtout de la vivre aussi, je pense, l'émotion. Je pense que ça aussi, on n'en parle pas. Il y a des gens tellement qui... Puis là, je parle dans mon cas, parce que j'en ai croisé beaucoup des gens comme ça, surtout des garçons, malheureusement. C'est même pas un mythe, c'est vraiment des gens qui sont juste pas prêts à la vivre. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus sur l'importance de vivre nos émotions en tant que telles? T'sais? Mais c'est un peu ce que je disais tantôt. Je dis encore, puis je l'affirme comme sans réserve, là, comme c'est correct de vivre toutes les émotions. Toutes? Toutes. OK. Mais il y a une manière saine, j'imagine. De les vivre, non. C'est correct de vivre toutes les émotions. Est-ce qu'il faut agir à partir des émotions? Okay. Ça, c'est une autre question. Mais encore, je dis, ça prend une ouverture intégrale, comme à nos émotions. Je sais que c'est idéal, puis c'est peut-être un peu même extrême comme point de vue, mais quand ça se passe dans notre tête, c'est correct, là. Je parlais de définition d'émotion tantôt, puis j'en ai parlé surtout comme une sorte de réaction qui nous aide à régler des problèmes, à résoudre des problèmes. À déceler déjà qu'il y a un problème, en fait. Mais justement, le côté de déceler, c'est que ça dit que avec chaque émotion, il y a un signal. Oui, un mécanisme de défense un peu. Ben, c'est... on pourrait dire ça, mais le mécanisme de défense souvent arrive après pour dire « wow, c'est assez cette affaire-là », mais l'émotion s'impose à nous, puis il y a de l'information qui vient avec. Tu sais, quand on sent colère, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui est un obstacle à nos besoins, là. Okay, ça, c'est un peu la condition générale de la colère, là. Et quand on est en colère, c'est pas pour rien. Il y a de l'information qui vient avec ça. Et donc, c'est pour ça que c'est OK de vivre toutes les émotions. Même si les émotions, on peut dire que des fois, on en vit trop, quand on est anxieux, déprimé, tout ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est plus de l'émotion, là. C'est quand c'est un peu la maladie des émotions. Oui, c'est ça, parce que c'était notre première question. Là, ça me fait penser, la différence entre... mettons qu'on prend la dépression. Là, la différence entre tristesse et dépression, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. On est encore à un niveau de définition. Là, la tristesse, c'est l'émotion. Puis, donc, c'est bien. En fait, notre vie est meilleure quand on se laisse être triste. Puis, un peu paradoxalement, plus on est triste, moins on est déprimé. OK. Ça, c'est fou, là. C'est fou. Mais c'est ça. C'est parce que, on en fait deux affaires différentes. C'est sûr qu'il y a une continuité, mais donc la tristesse, c'est je vis un sentiment de perte quand il se passe quelque chose autour de moi qui est justement une sorte de perte. Que ce soit une perte relationnelle, une rupture, quelqu'un qui meurt, un décès. Mais ça peut être perdre sa job, ça peut être perdre... toutes les pertes, bref, provoquent de la tristesse. Puis, c'est correct de vivre la tristesse. La dépression, c'est un état prolongé de tristesse. On pourrait dire ça, mais c'est pas productif comme la tristesse. Parce que c'est compliqué. C'est comme une tristesse compliquée. Parce que souvent, quand on est déprimé, on est plus en train de se taper sur la tête que de vivre une perte. C'est comme si, admettons, on se tape sur la tête parce qu'on est triste, dans le fond. Pas nécessairement, justement. On va dire, justement, on perd quelqu'un. Puis, c'est sûr que ça fait de la peine. Mais quand on est dans la tristesse, on a de la peine, on essaie de refaire notre vie dans notre tête sans cette personne-là. Ça fait qu'on fait le tri, on a les bons moments, puis on est content, on a un peu
on a une sorte de joie un peu triste, là, c'est ça, nostalgique de vivre ces moments-là. On a de la peine de savoir, par exemple, qu'il n'y aura plus de Noël ensemble, puis des choses comme ça. Mais quand on est déprimé, c'est qu'on s'en veut, par exemple, de ne pas avoir été assez là pour cette personne-là. Mais on s'en veut tellement que ça nous rend malade. Donc, tu sais, la dépression, c'est comme une tristesse malade, une maladie de la tristesse. Là. Parce que tantôt, tout à l'heure, on disait que d'un point de vue évolutif, ça nous aide, les émotions, puis c'est pas pour rien qu'on les a encore. Mais tu sais, la dépression, c'est pas utile pour personne. C'est pas utile parce que justement parce que c'est mélangé à, on va dire, de la culpabilité, à de la honte. OK. Et à des choses qui font qu'en fait, on s'empêche d'être triste. C'est comme si on le méritait. On méritait pas d'être triste puis de passer à autre chose, genre. Oui, il y a ça. Par exemple, on peut avoir honte d'être triste. Et ça fait que on dit non. Je serai pas triste. Donc, si je me laisse pas être triste, je ferai pas mon travail de deuil. Je métaboliserai pas la perte. Parce que pour moi, c'est dangereux d'être triste. Parce que je vais me faire humilier, dévaloriser. Oui, c'est ça. Parce que ça semble être un cercle vicieux. Là. Puis là, moi, je pense à l'anxiété parce que, personnellement, moi, bref. Je suis une personne anxieuse, là, on va dire. T'es dans le club anxieux. Je suis vraiment... Ouais. Ben, bref, je le vis mieux qu'avant. Mais tu sais, il y a ça aussi, là, en tout cas, c'est à ça que ça me faisait penser. C'est l'espèce de cercle de je vais pas bien, mais je veux pas montrer que je vais pas bien, mais en même temps, je veux que ma vie aille bien, fait que je vais quand même aller voir les gens que je suis censée voir, mais là, je sens constamment que j'étais pas à mon top. Puis là, tu sais, c'est comme constamment un cercle vicieux qui va comme ça de j'essaie de faire abstraction à mon émotion au lieu de juste me retirer si c'est le mieux pour moi. Là, puis là, je parle d'anxiété, puis là, ça dépend aussi le type d'anxiété, puis c'est quoi le sujet, là, mais ça me faisait penser à ça. Mais tu vois, ce que je dirais, parce que là, tu as l'air d'écouter puis de pas écouter en même temps, parce que, encore, je sais que c'est dur à faire, mais on peut faire le point à un moment donné, comme là, je suis anxieux, là, je le sens, puis je sais même pas pourquoi, comme qu'est-ce qui me fait peur comme ça? Parce que la peur, elle est provoquée par une menace. Donc, c'est une bonne idée d'essayer de savoir c'est quoi la menace pour essayer de résoudre ce problème-là. Ça peut-tu être nous-mêmes, la menace? Tout à fait. OK. Tout à fait. Mais justement, de se poser la question, ça permet de le découvrir. OK. Parce que ça se peut qu'on imagine des menaces où il n'y en ait pas. Et à ce moment-là, on peut se dire, non, relax, là, tout va bien, là. Mais notre mémoire émotionnelle peut faire en sorte que on interprète les affaires comme menaçantes, là. Mais si on ne s'arrête pas pour juste explorer ça, on ne le sait pas, puis on est juste en train de ruminer, on est juste en train de, d'être sur un, le petit rat dans sa roue. Ouais, c'est une image qui parle assez d'elle-même. Puis là, mettons, moi, je suis en train de penser à Nico, l'autre bord, qui est un gars assez... tu sais, tout ce qui est abstrait, là... Non, mais particulièrement Nick, là, on parlait de névrosiste tantôt. Lui, il est clairement pas... il est pas de l'extrême qui vit des grosses émotions dans la vie, là. Il est très stable émotionnellement. Moi, ça me fascine. Justement, étant quelqu'un de plus anxieux et compagnie, mais ça me fascine, ce côté-là de lui. Puis je sais justement, c'est un peu dur à saisir pour des gens comme ça, l'espèce d'abstraction des émotions puis tout ça. Est-ce que, mettons, c'est visible... en imagerie cérébrale, mettons, les gens qui vivent des dépressions, qui vivent telle émotion, est-ce que c'est des choses qu'on peut voir avec nos yeux? Oui. C'est quoi les grosses différences? Est-ce que vous les connaissez? Par rapport à quoi? Par rapport à, mettons, on observe le cerveau de quelqu'un qui vit une tristesse, puis le cerveau de quelqu'un qui vit une dépression. Est-ce que il y a des grosses... différentes. Tu sais, tantôt aussi, on faisait le lien avec le corps et l'esprit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit autant ou est-ce qu'il y a un taux d'hormones qui change? Est-ce que... Ouais. Je pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites pour différencier, on va dire, tristesse de dépression parce que c'est pas encore, comment je peux dire,
entrer dans les connaissances, cette différence-là. Ça commence à se faire. Là. Il y a des auteurs qui disent, ben là, il faut arrêter de tout traiter comme la dépression. Des fois, c'est correct. Oui, c'est mais ça. On en est encore à dire, il y en a des différences. Donc, il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus. Okay. Mais clairement, quand on vit quelque chose, notre cerveau est activé, notre système hormonal est activé. Donc, d'être triste ou déprimé, c'est sûr qu'on le verrait là, dans le cerveau. OK. Il y a une différence, c'est juste qu'on ne le sait pas encore. Bien, la différence entre la tristesse puis la dépression, c'est subtil. Pour certaines personnes, ça serait difficile de distinguer, comme c'est quoi quelqu'un qui est très, très triste par une perte, on va dire, qui a vraiment un moment d'intense tristesse, qui sort pas de sa chambre, qui est dans son lit, tout ça. Ça serait difficile de faire, dans un petit moment, là, de faire la différence entre ça et une réaction de dépression. Il faudrait voir comment ça évolue pour faire la différence. Là. Donc, c'est quand même ça peut être des différences subtiles, mais quand même, la tristesse, habituellement, c'est bien toléré par les gens. Là. OK. Tu sais, les gens qui sont tristes parce qu'ils ont perdu quelqu'un, ils vont être tristes. C'est fatigant d'être triste, mais c'est comme si ça va de soi. Tu sais, c'est... Quand quelqu'un qui est déprimé, c'est plus dur. Tu sais, c'est plus dur d'être triste parce que... T'es plus fonctionnel aussi. Là. Ouais, mais c'est que l'expérience elle-même, elle est plus compliquée parce que justement, il y a de la colère contre soi-même. On se tape sur la tête. On a honte de nous-mêmes. Tu sais. Il y a ces affaires-là qui viennent compliquer l'expérience de la tristesse, ce qui fait que on dirait que la tristesse ne peut pas faire sa job. Okay. À cause de toutes ces émotions-là qui viennent être interférer, c'est ça. Okay, ouais. Parce que comme je l'expliquais, si on a honte d'être triste, mais on ne peut pas être complètement triste. On ne peut pas laisser la tristesse faire sa job. Oui, je comprends. Mais puis vous êtes aussi un directeur de laboratoire de recherche. J'aimerais ça qu'on aille un peu dans cet angle-là. Sur quoi vous travaillez présentement? Si c'est possible de le divulguer, là, je sais pas. Ouais. Ben, il y a plusieurs projets de recherche en cours, puis j'ai des étudiants aussi qui s'emparent de bouts de recherche, là, puis qui font des choses. Mais si je parle de mes intérêts à moi, les plus récents, je m'intéresse justement à la tristesse. Pour moi, c'est cliniquement, quand je vois des gens, par exemple, en bureau privé, parce que je vois encore des gens en bureau privé, je vois comment c'est difficile d'être triste, c'est difficile de souffrir, puis c'est un peu mon travail d'essayer d'aider les gens à souffrir mieux, à être vraiment triste plutôt que justement être déprimé puis se taper sur la tête, tout ça. Mais pour ça, il faut pouvoir, par exemple, l'évaluer, la tristesse. Puis sa source, genre, quand vous dites évaluer, vous parlez d'évaluer la source. Mais je parlais de qualité de tristesse, qualité de l'expérience. Est-ce que tu as de la peine ou, par exemple, est-ce que tu as de la peine ou est-ce que tu te tapes sur la tête? Il y a deux qualités d'expérience qui ont l'air d'être de la tristesse. Mais dans un cas, comme avoir de la peine, ça c'est positif, c'est productif, parce que tu peux t'endeuiller. Tu peux faire un travail dans ta tête qui dit « Ah oui, c'était comme ça, là c'est plus comme ça, donc faut que ça change dans ma tête. » Puis tu sais,
Tu rumines plus sur la situation ou la perte ou le deuil que sur toi-même, en fait. On dirait qu'on... c'est ça. On pourrait, ouais, c'est une ça. bonne distinction. Oui, c'est ça. C'est ce que je retire le plus un peu de... Mais tu sais, ruminer, il faut s'entendre, parce que habituellement, quand on parle de rumination, c'est plus quelque chose d'un peu compulsif qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, puis ça nous met dans le trouble. Là. Ouais. Mais disons qu'on revisite dans notre tête les affaires qu'on a perdues, puis c'est comme si on s'ajuste. Il y en a qui parlent de cartes cognitives. Là. On change nos cartes cognitives pour que on ajuste notre monde à l'intérieur pour tenir compte de ce qui est perdu. Et ça se fait quand on a de la peine. Mais ça se fait pas quand on se tape sur la tête. OK. Puis quand on parle, on change justement ces cartes cognitives-là. Genre, on réimagine notre vie, dans le fond, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Ou est-ce que c'est... On réimagine le passé un peu, ou tout ce qui s'est passé pour faire la paix avec tout ça? Tout. C'est les deux. Dans le sens que on revisite un petit peu le passé, puis nos souvenirs ont une autre qualité, une autre comme saveur, là, c'est-à-dire que c'est fini. Une rupture, par exemple, dans une relation, ben, on peut penser à la relation qui finit, mais c'est plus la même affaire. Là, c'est fini, ça. Donc, les souvenirs qui étaient bons sont rendus des souvenirs un petit peu bons, mais tristes en même temps. OK. Puis, on essaie de vraiment réaliser émotionnellement que cette personne-là n'est plus dans notre vie. Donc, il faut avoir de la peine de tous ces bons souvenirs-là pour émotionnellement vraiment assumer que c'est fini. Pour pas se voiler la face, dans le fond. Pour pas quoi? Pour pas se voiler puis que ça s'accumule. Parce qu'il y a cet aspect-là, j'imagine aussi dans les psychopathologies de... On parle de vivre nos émotions, mais quelqu'un qui accumule puis qui se laisse jamais les vivre, à un moment donné, ça peut juste péter puis totalement accumulé que tu sais même Tout pas... à fait. Mais aussi, puis peut-être surtout, puis c'est pour ça que les mauvaises, les maladies des émotions, ça dure, c'est que, encore, l'émotion arrive parce que... L'émotion négative, on va dire, arrive parce qu'il y a un problème à résoudre. Ça peut être une perte à absorber. Puis si tu fais pas ton travail de deuil, mais cette perte-là va t'habiter pendant des années. Si tu fais pas vraiment ton deuil, ben, un peu plus tard, on va dire, tu rencontres, dans une rupture amoureuse, tu rencontres cette personne-là, puis là, ça te ramène plein d'émotions, tu as encore plein par exemple, de colère contre cette personne-là, puis donc, c'est que tu traînes des émotions parce que tu n'as pas résolu le problème. Fait que les émotions, ça sert à ça, à résoudre des problèmes. Ben, les négatives, là, disons. Donc, d'entendre l'émotion, puis de dire, OK, comme là, je suis fâché, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, mais je vais la changer, cette affaire-là. Ouais. Si j'ai peur, c'est que, tu sais, il y a quelque chose de négatif qui peut m'arriver, mais je vais essayer de changer, cette affaire-là. Fait que ça serait d'éviter le pire, dans le fond. Mais de résoudre les problèmes. Donc, de ne pas écouter les émotions, ça nous empêche de résoudre les problèmes. Tu sais, on les met de côté, sauf que les émotions reviennent. Ouais. Et des fois, elles reviennent en pire. Puis des fois, on rumine, puis des fois, comme... Donc, c'est... Tu sais, ça se complique. Oui, absolument. Est-ce que vous considérez, étant un psychologue clinicien, que tout le monde devrait aller en thérapie? Ouf, non. Non? Ben, je veux dire... Comment je peux dire? On doit tous avoir des petits... La thérapie, là, c'est un service qu'on se rend. Si on est prêt à faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à aller en thérapie, c'est pas tout le monde qui a la motivation qui fait, parce que c'est pas facile. Donc, ça prend une bonne motivation pour aller en thérapie, mais c'est pas juste pour les malades. Ouais, la psychothérapie, c'est quand on veut améliorer notre vie, notre qualité de vie. Donc, dans ce sens-là, tout le monde devrait aller en thérapie. Tout le monde a quelque chose à améliorer. Tout le monde a une petite crotte sur le cœur, tout le monde traîne quelque chose qui n'est pas réglé. Sauf que c'est beaucoup d'investissement, et c'est dans ce sens-là que c'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, c'est pas tout le monde qui est motivé à le faire.
c'est pas tout le monde qui souffre suffisamment pour dire, bon, ouais, tu sais, je vais investir en temps puis en argent sur cette affaire-là qui fait mal, en plus. Ouais. Tu sais, c'est... Puis il y a une belle liste d'attente aussi au Québec, là, on l'a mentionné un peu tantôt. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette crise-là de... Je sais pas, là, je vous dis ça, je sais même pas si vous le savez, en fait, là. Je me demande, est-ce qu'il y a une raison qu'il y a autant... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, de un, expliquer si c'est en termes de montée de cas de maladie des émotions, comme vous le dites. Ouais. Est-ce que c'est une montée de ça ou c'est une perte de ressources du côté, on ne forme pas assez de psychologues cliniciens ou... Ouais, ben il y a quelque chose d'historiquement comme... On n'a jamais vu ça, là, autant d'anxiété et de dépression. Non, c'est ça. Je pense. Donc, il y a une combinaison d'affaires. Il y a un vieux problème. Le vieux problème, c'est que... Puis c'est pas juste les psychologues, là, mais dans les ressources publiques, la santé mentale est sous-financée. OK. Donc, j'ai été psychologue clinicien dans un hôpital, là, puis c'est... Comment je peux dire? Il y a beaucoup de pression à voir beaucoup de monde. Les conditions de travail sont vraiment pas idéales. Donc, il y a beaucoup de psychologues qui disent, ben, en plus, les psychologues sont bardassés, ils sont envoyés dans un service, dans un autre, puis on les laisse pas s'occuper vraiment des gens. Donc, souvent, on les oblige à voir les gens rapidement. On est sur le modèle industriel, là, presque. C'est ça. Puis, en fait, c'est ça. Donc, c'est un vieux problème du système de la santé où il faut faire vite, alors que la psychothérapie... on peut pas faire vite. On peut pas faire vite. Avec certains problèmes, c'est vraiment productif de faire ça vite, mais à cause des listes d'attente, tout ça, donc on met beaucoup, beaucoup de pression. Donc, les psychologues se disent, ben, je serais bien mieux en pratique privée. Oui, c'est ça. C'est un peu le cas des médecins aussi. Là, ouais. Même, Donc, il y a une exode là, des psychologues. Puis maintenant, on leur dit, non, ça prend des psychologues à l'hôpital, tout ça. Puis, ben, c'est pas vivable professionnellement. Ouais. Même pour vous, en fait, là, dans le fond, c'est ce que vous dites. Ben, moi, j'étais plutôt chanceux. J'avais une bonne équipe, puis pas trop de pression. Mais vous en avez entendu d'autres. Oui, c'est ça. J'entends des histoires d'horreur. Là, puis... Bref. Donc, il y a comme, on pourrait dire, un problème organisationnel. Là. Et c'est sûr que depuis 2 ans, là, la pandémie fait en sorte que... Parce que c'est un problème objectif que tout le monde vit. Oui. Puis on parlait de relations aussi au début. Là. C'est pas mal ça qui a été coupé. Là. Fait que ça a tout à fait. Donc, avec l'isolement, les conditions de distanciation, puis tout ça, bref, donc on est moins en relation avec les autres. Donc, on peut moins utiliser nos ressources autour de nous. Mais c'est normal de vivre plus d'anxiété parce qu'il y a un danger, justement, il y a une menace. Donc, c'est normal que les émotions négatives augmentent. Puis tant mieux si les gens sont attentifs à ça, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une réaction normale, donc tant mieux d'être en contact avec ces émotions-là, comme l'anxiété, puis la tristesse de ne pas être en contact avec les autres. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié. Idéalement, il faut prendre soin de ça. Bien, prendre soin, est-ce que... Comment on prend soin de ça? Parce que à moins que la fin de pandémie... Est-ce que, dans le fond, à la fin de la pandémie, vous pensez que ça va redescendre carrément ou pour tout le monde, ça va comme les avoir marqués au point que va vraiment falloir qu'ils aillent en psychothérapie? Mais justement, je pense que la pandémie a juste... comment je peux dire, intensifié. OK, un problème déjà là. Et pour beaucoup de gens, c'était un problème qui était là avant. Là. OK, ouais, je comprends. Puis, pour les gens avec des ressources, les gens plus résilients, ils sont juste comme un petit peu anxieux, un petit peu triste, un petit peu fâché. Puis c'est gérable, puis c'est normal. Mais pour d'autres, c'est qui vivaient déjà beaucoup d'émotions négatives, mais ça a juste continué d'augmenter. Puis il y en a
pour qui leur ressource a été débordée là, par cette intensité-là. Quand je dis se soigner, c'est dur de dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que tout le monde se soigne différemment. Puis il y a eu plein de... Tu sais, dans les articles, voici moi ce que je fais pour me faire du bien. Ouais, puis, les espèces de 10 astuces. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est dur. Bref, faut justement apprendre à se connaître puis dire, ben qu'est-ce qui me ferait du bien là, puis quel problème je peux résoudre. T'sais? Puis au jour le jour, j'imagine aussi, là, parce que justement, on a le plus de temps pour ruminer. On disait ça tantôt. Ouais, c'est ça. On a plus de temps pour ruminer, fait que tu sais, d'y aller juste au jour le jour, puis de pas faire, mais là, dans 1 an, dans 2 ans, là, on dirait, en tout cas, moi, ça a été... Puis je me suis surprise, honnêtement, tu sais, mais tu sais, j'ai vécu des émotions négatives aussi, comme tout le monde, mais tu sais, justement, j'ai une tendance à vivre facilement de l'anxiété et compagnie, même du stress, la tristesse et tout ce package d'émotions-là, mais on dirait que je me suis comme surprise à faire « Ah, j'ai comme pas le contrôle là-dessus », fait qu'on dirait que je suis passée vite à y aller comme un jour le jour, puis on dirait que, tu sais, je l'ai bien vécu comparé à beaucoup de gens, tu sais, y a-tu quelque chose qui explique ça, tu sais, des gens qui sont peut-être plus enclins quand ils ont pas le contrôle de faire « Ben, regarde, moi, j'ai pas le contrôle, fait que ça m'affecte moins », ou des gens que, justement, quand ils sentent qu'ils ont une perte de contrôle, là, ça les affecte plus. On dirait que j'ai vu ça un peu. Ouais. C'est mes observations personnelles. Ouais. Ben, je pense que c'est un ingrédient de la résilience que de pouvoir dire ça, justement. J'ai pas le contrôle, donc ça sert à rien de m'en faire avec ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça que je comprends pas. Mais sinon, il y a moyen d'améliorer le moment, d'améliorer sa vie en essayant de cultiver, par exemple, les choses qu'on aime, les émotions positives. Ça aussi, ça fait partie de la résilience. Mais moi, comme psychologue clinicien, je dirais, il faut aussi accepter les émotions négatives, il faut avoir de la compassion pour soi par rapport à ces émotions-là, que c'est normal, que c'est inévitable de vivre des émotions négatives, puis d'essayer autant que possible, de résoudre les problèmes qui sont associés à ça. Je sais qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas changer, comme quand on est confiné puis on est isolé, on ne peut pas changer, sauf que des fois on peut changer un petit peu, on fait un Zoom par exemple, on essaie de maintenir les contacts. Donc d'essayer de voir si c'est ça qui fait mal, d'être isolé, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème-là? Se sentir moins isolé. C'est ça. Aller prendre... Il y avait beaucoup les marches. Là. Exact, ça a été populaire. C'était un réflexe. Donc, essayer d'avoir conscience de qu'est-ce qui me fait mal dans ça. Qu'est-ce qui me choque? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Puis d'essayer OK, comment je peux améliorer ça? Comment je peux résoudre un petit peu, au moins, un petit peu ce problème-là? C'est sûr qu'il faut endurer une partie, mais il ne faut pas se dire « Ah, je ne devrais pas me sentir mal, puis tout ça, gna, gna, gna. » Non, c'est correct, là. C'est correct. Il faut écouter ça, il faut respecter ça, puis avoir de la compassion pour ça, là. Avoir de la compassion pour soi, oui, c'est bien dit. Puis pour venir à vos recherches, vous parliez de tristesse, justement, tristesse adaptative. C'est quoi exactement, sur quoi vous vous penchez en ce moment pour... qu'est-ce que vous essayez de creuser là-dedans? Oui. Ben, en fait, c'est un résultat que j'ai eu de mes recherches avant, parce que ça fait un bout de temps que je travaille sur les émotions, comment on les gère, et surtout comment on les mentalise. Okay. C'est un concept un peu technique, là, mais c'est comment on est capable de les avoir en tête puis de les explorer dans notre tête. C'est-tu comme, est-ce qu'on pourrait dire, comment qu'on les interprète pour nous-mêmes, comment qu'on les voit justement, de se dire si c'est positif à quelque part de la vivre, c'est-tu dans ce sens-là? Ouais. Il y a ça. Il y a, comment on l'interprète puis comment on est prêt à l'interpréter de différentes façons. C'est quoi la flexibilité qu'on a pour interpréter nos réactions, par exemple? OK. Mais la première étape de ça, c'est de la tolérer dans notre tête. Puis ça, c'est pas évident. Quand on vit de la tristesse, de pas dire « Ah, non, c'est pas correct, puis il faut que j'arrête, puis tout ça, là. »
c'est de la tolérer, puis justement, tu sais, comment je peux dire, de l'explorer dans notre tête, donc de l'interpréter, mais d'être ouvert à l'interpréter de plusieurs façons. C'est quoi les façons, mettons, les interprétations? Parce que, tu sais, il y a des sources actuelles à la tristesse, mais des fois, il y a des sources anciennes. C'est de voir la contribution de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par ancienne? Ben, tu sais, comme... Source ancienne? Tu sais, justement, tu sais, d'être confiné, d'être loin des gens, ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal quand on était jeune, on était quelqu'un d'isolé, quelqu'un de... même négligé, tout ça. Des fois, ça peut faire revivre ces affaires-là. Ouais, OK. Alors que c'est plate d'être confiné, tu sais, de ne pas pouvoir voir quelqu'un, tu sais, dans les jours qui viennent. Mais il y en a pour qui ça fait plus mal que ça, là. Parce que c'est associé à un vieux souvenir. Fait qu'il y a une mémoire, comme on disait tantôt, il y a une mémoire personnelle à tous. Est-ce qu'il y a une mémoire, je veux dire, qui est partagée de tous les êtres humains? Comme qu'on a tous traîné avec nous des... Mm-hmm. Mais le petit module évolutionniste dont on parlait, ça, c'est cette mémoire comme universelle. Oui, c'est universel, les émotions? On a parlé de différences... on revient à la définition. Et oui, encore pour quelqu'un qui a comme un point de vue évolutionniste, là, puis il y en a pas mal quand même dans les théories des émotions, c'est inné. En fait, il y a même comment je peux dire, nos ancêtres non humains, tu sais, comme les primates, ils vivent des émotions, probablement les mêmes que nous. Donc, il y a au moins un petit nombre d'émotions qui sont universelles. OK. On l'a constaté dans l'expression faciale, par exemple, qu'il y a quelque chose d'universel à certaines émotions. Je pense que c'était-tu l'étude qui montrait justement à travers le monde des photos d'expression, puis tout le monde avait... Puis ça, c'est assez fascinant quand on y pense aussi de la... Parce que, en fait, je suis même pas sûre, mais je pense que c'est vous qui l'avez dit dans quelque chose que j'ai écouté. Vous avez dit, quand on imite l'émotion de quelqu'un, on la ressent. Tu sais, quand on a légèrement mentionné l'empathie tantôt, ça, c'est quand même fou, là. Ça me fait penser un peu aux acteurs de films qui sont morts, là, suite à des personnages qui ont joué de manière prolongée, là. C'est assez fou, là. Ça s'explique comment? Y a-tu... Ouais. Ben, sûrement qu'il y a des acteurs qui se mettent vraiment dans la peau d'un personnage puis qui vivent les choses du personnage. Mais ce dont tu parles, c'est... Oui, si on revient à la recherche... C'est ça, c'est le travail d'un chercheur vraiment important. Monsieur Émotion, là, c'est lui. Là, il s'appelle Paul Ekman. E-K-M-A-N, là, pour ceux qui veulent aller voir, parce qu'il y a un site vraiment cool. Là. Il y a des choses à explorer. Et lui, il a observé que il y avait... le terme technique, c'est qu'il y a comme une rétroaction faciale, c'est-à-dire que si on mime une expression faciale, notre corps réagit en fonction de cette émotion-là. C'est comme si, en fait, on vivait cette émotion-là. Sauf que ça part de l'expression faciale. OK. Fait que ça peut pas... Ça pourrait pas... contredire ce qu'on disait tantôt, qu'il faut vivre les émotions, parce qu'en disant ça, on peut presque dire « Ah, j'ai juste à avoir l'air heureuse, puis sourire, puis mon corps va le vivre comme ça. » J'imagine que ça fonctionne. Il y a un peu de ça. Là. Oui? On utilise ça en psychothérapie comme sourire à moitié. Là. C'est une technique. Ah ouais, ben là, je suis curieuse. Ouais. Allez-y. Ben, c'est juste que ça soutient comment je peux dire? Tu sais, on essaie d'être dans le moment, mais pour améliorer le moment, on peut sourire à moitié. Tu sais, c'est comme, tu sais, vraiment faire... pas une bête de fou, là, mais tu sais, de faire
d'activer les muscles de l'expression faciale de joie. Et ça a un impact sur notre activité physiologique. Fait que les hormones, comme on disait tantôt, justement, au système... Oui, puis c'est une des fonctions, justement, des émotions positives un peu d'annuler l'activation physiologique de stress. OK. Donc, ça réduit justement toute l'activation, le rythme cardiaque, puis tout ça. Donc, de mimer, même à moitié, une expression de joie, ça fait baisser un petit peu l'activation physiologique. Puis si on veut aller plus loin, de se faire rire, de se raconter des blagues, de penser à des choses drôles, tout ça, ça fait baisser l'activation physiologique de stress. Oui, moi, ça a été justement... c'est drôle que j'y avais même pas pensé, mais ça a été quelque chose quand que... Bon, ça n'a pas été long, mais quand on a pu légèrement aller dans les resto-bars, là, quand là, ça vient de rouvrir, mais bref, il y a souvent des soirées d'humour, puis en plus, à Montréal, on est choyé là-dessus, là, puis c'est quelque chose que... J'avais un ami qui allait là, puis ça a comme à donner que j'ai commencé à y aller, puis finalement, j'ai rapatrié une couple de monde qui y allait aussi, puis ça faisait tellement du bien. C'est quand même fou, là, Puis je pense même que, tout ce qui est émission, puis tout, ça a été énormément regardé durant la pandémie. C'est pas pour rien. C'est assez simple, mais efficace manière de changer les idées, mettons. Oui, pour améliorer le moment. Pour justement enlever un petit peu le edge de stress. Je peux pas faire ça. Je peux faire autre chose. Donc, on peut prescrire toutes ces émotions positives-là. Dans la vie de tous les jours, là, c'est vraiment... Comment je peux dire? C'est ce qui donne envie de vivre, là, justement. Vivre des émotions positives. Faut juste faire attention de ne pas essayer de régler des gros problèmes avec de la pensée positive. Oui, le faux positivisme un peu. C'est ça. Donc, quand il y a des problèmes à résoudre, il faut les résoudre. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que c'est bon de voir le bon côté, de favoriser les émotions positives, de se faire plaisir, de se faire rire. Donc, clairement, là, c'est des bonnes affaires. Là. On a parlé d'une recherche justement de Paul Ekman, mais je serais curieuse à savoir s'il y en a d'autres de lui ou d'un autre qui vous a très particulièrement touché, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose qui est venu vous fasciner un peu dans les émotions, fait que je suis curieuse de savoir ça vient d'où cette passion-là sur les émotions. Puis on peut prendre une gorgée en même temps. Je vais vous donner le temps de se penser. Oui, c'est depuis le début, comme psychologue clinicien, en fait, quand les gens ont des problèmes, il y a souvent une émotion problématique dans ça, comme une difficulté à gérer les émotions. En fait, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques et qui s'était pas lié à une gestion d'émotions. À la gestion de certaines émotions. Donc, très tôt dans mon cheminement professionnel, c'était clair que... Il y avait une association là, puis que vous vouliez creuser dans ce sens-là. Puis pour mon doctorat, par exemple, j'ai travaillé sur ça, sur comment on peut évaluer comment les gens gèrent les émotions dans leur tête, là, comment ils mentalisent les émotions. Puis... Et ça a déboulé justement vers la découverte de la tristesse. OK. Comme de l'importance de la tristesse dans le travail clinique. Puis, et c'est pour ça que... Parce que une observation que j'ai faite dans mon travail, c'est que, encore typiquement, avec des gens qui ont des problèmes psychologiques, une des émotions la moins bien mentalisée, c'est la tristesse. OK. Fait que la moins bien interprétée, c'est la tristesse. Interpréter, explorer dans sa tête, tout ça, c'est la tristesse. Tolérer dans sa tête. Puis je pense que ça parle de la souffrance, tu sais. On essaie d'éviter la souffrance. Oui, c'est ça. Donc, quand ça fait mal, on a tendance à mettre ça de côté, puis à faire toutes sortes d'affaires pour pas avoir mal. Alors que quand on tolère plus la souffrance, puis quand on l'explore dans notre tête, tout ça, ben c'est bon.
Donc, c'est ça essentiellement le résultat. Ce qui voulait dire que plus on a des problèmes, moins on mentalise la tristesse. Non? Puis j'imagine que ça aussi, ça devient un réflexe aussi. Là. Plus tu te laisses vivre les émotions comme la tristesse ou quoi que ce soit, plus tu peux te rallier un peu à ça puis te dire, je suis passée par là, je reconnais cette émotion-là, puis je vais être capable, puis je vais encore mieux la dépasser. Est-ce que ça joue ou pas du tout, en fait? Oui, ça joue. Ça, mais je sais pas. Ça joue, c'est juste que ça a l'air facile de dire comme ça, là. Mais comment je peux dire? C'est parce que ça fait mal. Quand on a mal, quand on souffre, c'est facile de dire, on peut s'habituer à souffrir plus, à endurer plus, pour se donner justement l'occasion d'explorer les affaires. C'est facile à dire. Oui, c'est une manière de régler ça, c'est de développer ta résilience. Si je peux pas jouer avec cette émotion-là, je vais développer ma résilience, puis me dire, je suis fort, je suis plus faite fort que ça, puis c'est comme te flatter un peu dans le sens du poil quand tu fais le pas bien, tu sais. Mais c'est un peu comme le Karate Kid, là, tu sais, quand je sais pas si... Ben oui. Il fait travailler le jeune, il polie l'auto, comme... il y a ça un peu aussi, puis c'est un peu ça la psychothérapie, c'est que le thérapeute va toujours vous dire « ouais, puis ça fait mal ». Il va toujours vous amener dans la souffrance pour apprendre à l'endurer, pour apprendre à l'habiter, pour apprendre à l'explorer, et puis c'est comme un muscle, c'est comme une habitude, le Karate Kid encore. Donc c'est une habileté qu'on peut développer, mais ça prend de la pratique. Ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, je vais tolérer ma tristesse demain. Non, mais je trouve... en fait, je pense que c'est la première fois que j'entends ça dit comme ça, là, que la thérapie, c'est vraiment juste de te pratiquer à souffrir puis à endurer. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses assez terribles. Ça doit être... Puis que je suis curieuse, puis là, on sort peut-être un peu du théorique, mais mettons en pratique, vous... Comment... Est-ce qu'il y a des fois que vous, en tant que psychologue clinicien, que vous avez affaire à des gens qui sont tellement brisés, ou qui sont tellement souffrants que ça vous affecte un peu? Comment vous prenez une distance professionnelle face à ça? Je trouve ça fascinant, t'sais. Ouais, mais là, tu parles de... Parce que c'est sûr que de vivre des choses, ça fait partie de la job. Ouais, c'est ça. Fait que vous en vivez, là. Il y a des fois que vous revenez à la maison puis que vous êtes genre « Ah, ça a fait mal, ça, lui, là. » Oui. Puis, en fait, même techniquement, par exemple, quand les clients sont en thérapie puis qu'ils vivent des choses fortes par rapport à la thérapie, on appelle ça du transfert, là. Ouais. Ils vivent des anciennes affaires puis ils vivent ça par rapport au thérapeute. C'est le thérapeute, par exemple, qui est méchant, puis qui est critique, puis des choses comme ça. Mais de l'autre côté, chez le thérapeute, il y a ce qu'on appelle le contre-transfert. OK. Donc, ce qui se passe dans les rencontres, ça vient mobiliser des choses dans le thérapeute. Puis ça, c'est universel, là. Ça fait partie du travail. Okay. Et de gérer le contre-transfert, là, ça fait partie du travail du thérapeute. Donc, c'est pas une surprise. C'est fou. Les thérapeutes vivent des affaires. Maintenant, de faire de la thérapie mur à mur toute la semaine, puis de vivre toutes ces affaires-là, c'est sûr que ça prend une sorte d'hygiène de vie pour aérer ça un petit peu dans sa tête, là. Par hygiène de vie, vous dites, vous changez les idées. Oui. Fait que finalement, votre muscle, il est très, très développé, le niveau ça, je reconnais cette émotion-là. Ouais, c'est sûr, parce que ça fait partie du développement du psychothérapeute, par exemple, que de devenir une sorte d'athlète de l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est un des instruments de lire l'émotion de l'autre, d'aider l'autre à mieux tolérer ses émotions, à mieux les nommer, à mieux les comprendre. Tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut que le thérapeute en ait un peu là, pour aider son client à en avoir plus. Mais il y a cette idée-là de
un peu de flexibilité émotionnelle pour que, OK, ça a été une grosse journée, mais c'est fini cette journée-là, puis j'ai une bonne vie, tu sais, ouf, tu sais, je m'en vais maintenant dans mes affaires, puis là, tu sais, j'ai mes satisfactions, tu sais, tout va bien, là. Ah ouais, c'est assez fou, ça, quand même. Moi, je trouve ça... En tout cas, je trouve ça mentalement incroyable que les gens soient capables de gérer ça, là. Ouais. Puis... Mais c'est inévitable, hein, quand quelqu'un vit une émotion forte à côté de nous, de vous, hein? qu'on soit thérapeute ou non, on sent quelque chose. Tu sais, c'est inévitable. Hein. Donc, c'est sûr que ça arrive là, dans le contexte de la thérapie. Là. Est-ce que des fois vous dites que j'aurais fait à sa place? Ou est-ce que vous pensez au problème de votre patient comme si c'était le vôtre ou il ne faut pas que vous alliez là parce que sinon... Non, pas du tout, parce que mes solutions en moi ne seraient pas nécessairement les bonnes. En fait, comme ma discipline à moi, c'est d'aider l'autre à justement faire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, à tolérer les émotions, à les écouter, puis à entendre le signal qu'il y a là-dedans pour résoudre les problèmes. C'est vraiment juste ça. En fait, la thérapie pourrait se résumer à ça. À ça. Et donc, j'essaie d'aider comme le client à s'exposer un petit peu aux émotions. Tu sais, dans le sens que c'est pas facile de se laisser vivre des émotions. Ça fait que j'essaie comment je peux dire, d'établir un climat où ça va être possible de vivre des émotions comme de la tristesse, de la peur, de la colère, tout ça. Donc, et tranquillement, tu sais, la personne le fait un petit peu plus à chaque fois, tu sais, comme... Il vit plus, dans le fond? S'expose. Ou se laisse plus aller? C'est ça, il est capable de tolérer de plus en plus longtemps, de vivre, tu sais, qu'est-ce qui est difficile. Et ça, c'est un travail immense, là. Mais c'est ça, c'est l'habitude, tu sais, c'est le Karate Kid là, qui revient comme de laisser son corps se donner la permission de vivre ces émotions-là. Ça se fait graduellement, petit à petit. Puis, donc, ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'établir la situation pour que ça soit possible d'arriver là. Oui, je comprends. Puis ça fait que ça vous est jamais arrivé d'avoir un patient irrécupérable? Ah, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est sûr que irrécupérable. Bien, irrécupérable, je dis plus ça dans le sens, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont en dépression et qui finissent par s'enlever la vie, là, tu sais. Ah, OK. Mais là, on parle de gens qui viennent me voir, là. Ouais, fait que généralement, ça c'est pas rendu à un point. Il n'y a pas de point qu'il n'y a pas de retour possible, mettons. Moi, non, c'est ça. Moi, je dirais que non. Il suffit qu'une personne dise ça me fait mal, j'aimerais ça changer ça. Puis déjà, l'espoir de ça fait en sorte qu'il y a du travail qui est possible. Jusqu'à quel point on veut aller. Tu sais, on se nettoie pas complètement de nos problèmes. Là. Tu sais, c'est un mythe là, de « Ah oui, je vais aller, je sais pas, 10 ans en analyse, puis j'aurai plus jamais de problème. » là. Tu sais, mais il suffit d'être un peu motivé pour changer, puis on peut faire un bout du travail. Là. Tu sais, on peut régler quelques petites affaires, puis déjà, ça va mieux. Tu sais, donc, améliorer un petit peu sa qualité de vie. Fait que quand on parle, tu sais, ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, là, tu sais, d'écrire ses problèmes, puis de les régler un à un, ça peut être une bonne... un petit pas par petit pas, tu sais, de le déconstruire, l'émotion, j'imagine. Tout à fait. Puis ça participe à ce que je disais tantôt, tu sais, de savoir c'est quoi les problèmes à résoudre, tu sais. Donc, j'entends les signaux de mes émotions, comme je suis pas content de telle affaire, tu sais, je me sens, on va dire, pas respecté au travail, par exemple. OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens pas respecté? Où est-ce que ça bug? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, il y a toute cette analyse-là qui peut se faire. En prenant des notes, ça peut se faire par écrit. C'est juste que les émotions, c'est sournois parce que c'est pas agréable, ça fait mal. Puis,
donc, ça prend une sorte de persistance là, pour... OK, je pense que je comprends pas maintenant ce qui se passe, mais la prochaine fois, je vais mieux comprendre, tu sais, puis... Oui, c'est ça. C'est quand même fascinant quand même de penser les émotions dans ce sens-là, dans le sens... Je vis quelque chose, je la ressens, puis avant même de comprendre pourquoi, puis c'est quoi exactement, je le vis dans mon corps, tu sais, c'est quand même... En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Oui, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on vit avant dans de les notre comprendre, corps avant de les comprendre. En fait, ça aussi, c'est ça. universel. Oui. Ouais, mais pour revenir sur les différences universelles, on avait parti, on a un peu bifurqué. Il y en a-tu des émotions qui existent juste dans certaines cultures? Puis est-ce que c'est une question... Si oui, est-ce que c'est une question d'acceptation? Je suis comme curieuse dans ce sens-là. Oui. Ben, encore notre monsieur Ekman, là, ce qu'il dit à ça, c'est que, en fait, les émotions primaires, là, celles que, on va dire la liste courte des émotions universelles, tout le monde les a. Ils sont 7, je pense, ça? Oui, c'est ça, 6-7. Ça dépend, là. Tu sais, il parle de joie, de surprise, de tristesse, de colère, de peur, de dégoût. OK. Et le mépris. Donc ça serait la 7e. Okay. Mais disons que les 6 premières, c'est des émotions universelles. Puis, donc, partout sur la planète, tout le monde les a. Okay. Sauf que dans les cultures, il y a des règles sur comment on les exprime. OK. Sur comment on a le droit de les vivre, etc. Et c'est ça qui fait que, par exemple, il y a des cultures où des personnes comme les gars par rapport aux filles. Tu sais, il y a des différences qui font que... qui ont l'air de démontrer que cette personne-là ne vit pas d'émotion. Ouais. Comme cette personne-là vit pas de tristesse jamais. Tu sais, les gars sont forts, là, ils vivent jamais de tristesse. Ouais. Mais non, mais c'est pas vrai. Les gars vivent la tristesse. C'est le plus haut taux de suicide, là, si on compare homme-femme. Oui, en fait. Mais ils sont socialisés à devenir des gars forts, stoïques, puis à considérer que la tristesse, c'est d'être faible. Donc, ceux qui adoptent là, une sorte un peu d'idéologie masculine traditionnelle ont de la difficulté à juste dire « Non, je suis triste, je pleure quand je vois un film, puis c'est correct. » alors qu'il y en a d'autres qui disent « Non. » Est-ce que vous avez d'autres exemples, en fait, culturels comme ça, que à certaines places, c'est comme ça qu'on vit une émotion, puis ailleurs, c'est... Ben, tu sais, le deuil, il y a des pratiques de deuil un peu partout. J'ai pas d'exemple exact, mais je sais que dans certaines cultures, il faut pleurer, tu sais, comme... Puis si tu pleures pas, c'est mais ça libère des hormones, ouais, je pense. Mais c'est aussi le rituel, puis il y a des pleureurs, tu sais, pour t'aider à pleurer, ou en tout cas, comme pour être sûr que ce soit un événement triste, là, puis qu'il y a eu une sorte d'expression de tristesse. Il y en a pour qui le deuil, c'est une occasion de fêter, tu sais. Ah ouais? Oui, tu sais, les enterrements, c'est comme des parties. Puis il y a des endroits, peut-être un peu comme ici au Québec, puis en Amérique du Nord, là, c'est... Bon, faut pas que ça dure trop longtemps, faut retourner au travail, tu sais, comme... Très, très... OK, c'est assez, là, t'as eu 2 jours. C'est ça. Donc, encore, je ne vais pas généraliser, mais effectivement, il y a comme le deuil est très différent là, d'une culture à l'autre. Ah, c'est intéressant. C'est clairement... Puis, est-ce que, mettons, d'un point de vue... Si on retourne avec notre point de vue évolutionniste, est-ce qu'il y a des émotions qui n'existent plus aujourd'hui? Ça serait comment je peux dire, socialement, oui, mais quand on parle des émotions primaires, non. Parce qu'on n'a pas eu assez de temps, disons, pour évoluer, puis qu'il y ait eu les mutations génétiques qu'il faut pour que, par exemple, la colère disparaisse. Là. OK. Mais tu sais, il y a des émotions dans le temps qui... tu sais, comme l'amour. L'amour romantique, c'est une nouveauté, ça, dans la civilisation. Là. Quoi?
Ah, Ouais. ben oui, mais en fait, ben ouais, c'est vrai. Non, Non, c'est c'est vrai. ça. Si on regarde comment que les familles étaient constituées dans le temps des... Ben oui. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, On peut-tu développer là-dessus? je suis veux dire, vraiment à curieuse une de époque, le s'entendre. mariage, c'était une transaction sans amour, là, tu sais, c'était une transaction Une question d'héritage. d'héritage, de pouvoir, d'alliance, tu sais, comme tu sais, géopolitique, tu sais, d'affaires comme ça. Puis, il n'était pas question d'amour, là. Mais est-ce qu'on sait que ça n'existait pas en soi? Mais c'est ça, les émotions primaires étaient là, mais l'amour romantique, c'est plus une construction sociale, là. Ça, c'est fou quand même de dire ça, là. C'est un gros... Ben, quand c'est on fou. y pense, là. Ouais. Ben, je sais pas, c'est parce que si on se dit, OK, l'amour, c'est une construction sociale, ben là, on L'amour s'ouvre romantique, à... là. Ouais, l'amour romantique. OK. On va dire l'amour maternel, Ouais, ça a tout le temps été... on pourrait dire, là, mais il y a des... Quand les émotions deviennent complexes, c'est souvent qu'il y a des règles culturelles dedans. Il y a des Puis- normes attachées à ça. Mais tu sais, ta question, c'était est-ce qu'il y a des émotions qui n'existent plus? Pas les émotions primaires. Les émotions primaires, on les Sont encore a. là. Ouais. Mais la façon de les rendre complexes socialement, comme l'amour romantique, ça a évolué. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'amour romantique est différent des années 60, Peace and Love, puis tout ça. Puis même, on pourrait retourner, l'amour courtois. Ouais. Puis l'amour avant ça, bref. Fait que ça se vivait intérieurement différemment, là. Ah ouais, c'est ça, les codes C'est étaient fou. différents. Donc, l'expérience, si on voulait prendre un modèle, donc, tu as les émotions primaires, mais il y a comme plein de... Par exemple, Il y a de la joie associée à quelqu'un. il y a justement de la joie, un peu de l'idéalisation par rapport à quelqu'un qui finalement exprime plein d'affaires sexuelles que je peux pas vivre dans le couple parce que dans mon mariage, j'aime pas cette personne-là. Ben oui, c'est ça qui me le plus fait décliquer quand vous avez parlé de ça. Là. C'est là, si on accepte justement ça, que c'est une construction sociale, l'amour, mais après ça, à quel point ça ouvre des discussions sur les couples ouverts puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Puis il y a une question aussi de possession, j'imagine, pour certaines personnes. Le couple fermé, quand on y pense, il y a un peu... Mm-hmm. Ça serait quelle... La jalousie, possession, c'est quoi ça comme émotion? C'est une émotion? Oui, puis il y en a Ouais. qui disent même que ça fait partie de notre équipement génétique. Ouais, là. si on revient encore là sur la Ouais. théorie évolutionniste. Là. Parce que justement, dans le temps, on n'était pas capable de savoir si c'était vraiment notre enfant. C'est ça qu'on parlait d'héritage aussi tantôt. C'est ça. C'est assez intéressant. Donc, il y a un problème adaptatif, c'est je veux que mes gènes survivent, donc je veux être sûr que ma partenaire, elle est fidèle, et donc j'ai des comportements de jalousie pour... M'assurer que personne s'approche d'elle. C'est ça. Puis que si elle tombe enceinte, ça soit sûr que ça soit le mien. C'est Mais ça tu sais, l'idée, là. Fait que est-ce que vous pensez, puis là, on est dans les hypothèses, hein, mais est-ce que vous pensez que si c'était pas l'avenue de l'ADN, tout ce qui est test ADN, on serait aujourd'hui dans un... Parce que je pense qu'il y a vraiment une ouverture de plus en plus fréquente chez les gens, en tout cas de ma génération, ce que j'observe, Ouais. de couple ouvert et tout. Est-ce qu'il y aurait un peu ça qui joue, tu sais, sans savoir que nous, on est tellement comme... On est né là-dedans, on est né avec Ouais. les tests ADN puis tout, fait qu'on est comme, ben pourquoi je me... Ouais. Mais justement, tu sais, tout ce qu'on explique là, avec les règles culturelles, ça montre que l'expérience émotionnelle, elle est comme plastique, tu sais, comme elle est modifiable. Et chez certaines personnes, par exemple, on peut apprendre à ne jamais être triste, dans le sens à ne jamais le savoir ou l'exprimer, OK. même si elle est activée, là. Donc, il y a moyen de, par exemple, supposons que la jalousie, c'est un mécanisme universel, il y a moyen d'apprendre à vivre, à mettre de côté la jalousie. Fait que là, ça revient à pas la vivre. Ça reviendrait à pas la vivre ou à évaluer les choses différemment, plutôt que de dire « Ah, mon matériel, mon avenir génétique est menacé », mais on peut ajouter des valeurs culturelles puis donner une autre signification à la situation. À cette émotion-là. Fait qu'on rentre dans la mentalisation que vous parliez tantôt, dans l'interprétation Oui.
Fait qu'il y a beaucoup... fait que dans le fond, si dans quelques années, ben là, quelques années, je dis ça comme si ça se transformait de même, mais si éventuellement, dans l'avenir futur, nos émotions se transformeraient, ça serait vraiment le produit de la culture, là, en fait. Oui. Puis on pourrait imaginer que si on survit, là, dans plusieurs milliers d'années, qu'il pourrait avoir des modifications qui font que certaines émotions apparaissent ou d'autres disparaissent. Mais quand même, c'est un exercice intéressant. Il y a des films, entre autres, des films de science-fiction où on voit des gens qui... un extraterrestre qui arrive, puis que les gens perdent leurs émotions. Puis on peut se poser la question, qu'est-ce que ça serait la vie sans émotion? Puis même la vie d'aujourd'hui, on pourrait penser, par exemple, que ça serait bien de se débarrasser de la colère. Il y aurait moins de guerre, il y aurait moins d'affaires comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on survivrait sans colère, Pourquoi? sans peur, sans tristesse. L'art ne survivrait pas, du moins, mais mettons qu'on prend la colère. Tu veux dire? Oui. Mais parce que la colère fait en sorte, justement, qu'on va dans les rues quand il y a des choses qui sont inacceptables, là, qu'on va manifester. Il y a toujours comment je peux dire, il y a un élan productif à gérer un problème d'injustice, par exemple. C'est une drive, là. Oui, puis sans cette drive-là, on serait... passif. C'est ça, on serait... Ouais. C'est ça, donc on ne serait pas motivé à changer cette affaire-là. Oui, en fait, ça me fait penser, justement, là, tantôt on parlait également de toute la fonction, mais je suis en train, dans ma session aussi à l'université, de suivre un cours sur les émotions et la motivation, puis de faire le lien entre les deux. Puis c'était assez fascinant. Je ne sais pas si on peut développer là-dessus un peu, là, de comment tu sais, quand on ne se sent pas motivé à rien faire, il y a vraiment quelque chose en dessous de ça. Là, puis souvent, c'est en lien avec nos besoins de base qui sont psychologiques. Là. Ces besoins, si on nomme les 3, on a autonomie, relationnel, puis c'est quoi le 3e? Là, je l'oublie. Compétence, c'est ça? Compétence, se sentir compétent, oui, exactement. Fait qu'à partir de là, quand il y en a un des 3... en tout cas, je suis encore au début, là, je veux pas m'avancer, mais de ce que j'ai compris, c'est que du moins, quand tu en as un des 3, soit qui est menacé ou soit que tu as une perte à quelque part ou un manque encore là tu as des émotions qui découlent de ça. Oui, puis je veux dire, la théorie de l'autodétermination, c'est une des théories importantes en motivation, mais en fait, quelle que soit la théorie, quels que soient les besoins que tu imagines, parce qu'il y a d'autres théories qui disent que on a des besoins de pouvoir, on a des besoins d'accomplissement, d'épanouissement de soi. Quel que soit ton modèle, ce besoin-là va recruter les émotions pour motiver le comportement. Parce que sans les émotions, ces besoins-là seraient inertes. OK. Fait que ce soit le besoin d'affiliation, on parlait d'amour tantôt, mais l'amour, on pourrait dire que c'est un besoin, une pulsion, quelque chose comme ça. Mais ce serait inerte si ça ne recrutait pas l'intérêt puis la joie. L'intérêt nous fait aller vers les choses, vers les personnes aussi. Absolument. Fait que si on s'imagine un monde sans émotion, on revient à ça. On ne fait plus grand-chose. Exact. On serait au niveau motivationnel, on serait des légumes. Là, on serait inerte. Complètement. Donc, c'est pour le bon aussi. Là, donc, on aurait pu le drive d'aller vers les gens, le drive de triper, d'être avec ses enfants, avec les proches, tout ça. Tout ça, ça serait... Donc, les éléments de motivation, à la base, on peut dire qu'il y a des besoins, mais ces besoins-là recrutent les émotions pour nous faire bouger, pour nous envoyer vers les gens, pour nous envoyer avec la peur loin des gens, avec le dégoût aussi. Non, je ne veux pas voir ça. C'est ça qui fait que ça bouge. Puis je m'en allais dire, est-ce que les motivations changent, mettons, selon la personne, mais j'imagine qu'en fait, c'est leur tendance à vivre des émotions différentes, justement, un peu comme
parlais tantôt, qui changent plus que les motivations. Ouais. Tu sais, souvent, on dit qu'il y a des différences. Il y a des gens qui ont plus besoin de se sentir compétents, il y a des gens qui ont plus besoin de se sentir autonomes, mais dans le fond, ça revient plus aux émotions qui ont le plus tendance à vivre, ce qui fait qu'il y a plus de motivation. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on a des exemples, d'autres exemples? Mettons, là, on a parlé... Ben, tu sais, comme par exemple le besoin de compétences. Ça implique que d'abord, on s'empare d'un sujet, tu sais, je sais pas moi, si tu veux être compétent à jouer du violon, là, je dis ça comme ça. Donc, il faut que tu aies de l'intérêt. L'intérêt, là, c'est l'émotion qui nous accroche à quelque chose, qui nous fait aller vers cette affaire-là. Donc, ça prend de l'intérêt, mais ça prend aussi un peu de combativité, là. Donc, ça prend un peu de colère. OK. C'est la colère qui fait que on va affronter les obstacles avec énergie, avec confiance, non, je suis capable de planter cette affaire-là. Là. Puis je suis capable d'aller au bout de la chose. Comme utiliser d'une façon productive, là, la combativité, là, c'est l'affirmation de soi, c'est la colère. Il y aurait de la joie aussi dans le plaisir d'apprendre à jouer du violon, on va dire. Donc, il y aurait comme un combo d'émotions qui ferait en sorte que ça fait bouger l'individu dans la direction de la compétence, là, on pourrait dire. Là. Puis, c'est parce que dans un sens de même, on dirait que c'est comme presque déterminé, tu sais. Déterminé? Oui, c'est presque déterminé à la base, si on regarde ça, tu sais, dans un sens. Mais tu sais, admettons, pour venir au modèle des Big Five, parce qu'on en parle, mais tu sais, comme on disait tantôt, ça peut bouger, là, tu sais, quelqu'un qui est très, très extraverti, tu peux quand même aller chercher une introversion, tu sais, au cours de ta vie, là, selon tes expériences. Fait que c'est pas si déterminé que ça, mais quand même, il y a une petite base mais selon disons, ton évolution. On est déterminé comme on a deux jambes, deux bras, parce que c'est utile. On a des émotions parce que c'est utile. Donc, ça fait partie de notre équipement de base, là. Ouais. Bon, mais cela dit, comme la compétence, l'épanouissement de soi, l'actualisation de soi, ça utilise ces ingrédients de base-là, mais dans un mélange harmonieux. Les émotions, ça peut nous amener jusqu'à l'extase, là, les émotions positives. C'est une émotion pour vrai, l'extase, Nirvana et compagnie, c'est... Oui! Il y a des modèles de motivation comme celui de Maslow, par exemple. L'actualisation de soi. On vit des moments paroxystiques, là. Okay. Que ça soit... On pourrait prendre le joueur de violon là, qui est inspiré, là, puis qui est dans une bulle avec son instrument, puis qui tripe, là, qui a justement un moment extatique, là. Mais ça, c'est des émotions encore. C'est quand même fou, là. Si on booste le volume de l'intérêt puis de la joie, ça fait des expériences comme ça, un peu mystiques, extatiques, tout ça. Mais c'est pas... J'imagine que c'est pas tenable indéfiniment. Non. Mais c'est bien d'en avoir de temps en temps. Puis Maslow, il dit justement que d'avoir ces moments-là, ça nous motive à en avoir plus. Ça nous motive à nous épanouir, justement. Donc, encore, les émotions sont au centre de la motivation. C'est assez fascinant. Avant de vous laisser partir, Serge, dans le fond, vous voyais tout le long. Je vous avais dit, j'ai essayé. C'est mon âge avancé, c'est ça. Ah, ben non, vraiment pas. Moi, il y a tout le temps 2 questions que je pose, peu importe l'invité, peu importe le sujet de conversation. Et ma première étant, est-ce que vous pourriez me parler de la plus grande leçon que vous avez eue dans votre vie au complet? Caille. Ouais. C'est une tough, là. C'est 2 toughs. La plus grande leçon. Aïe. Ça peut être autant lié à votre travail qu'à votre expérience personnelle. Ça peut être vraiment récent, comme là, on parlait de pandémie tout à l'heure. Ça peut être... Je pense que... je ne sais pas si c'est une leçon. Comment je pourrais dire? C'est un bout de sagesse, peut-être. Allons-y, là. J'ai tendance à être un petit peu existentialiste sur les bords, là, dans le sens que
on n'est pas dans un monde... on est dans un monde indifférent. Ouais. Puis, c'est... Comment je peux dire? Il y a moyen de... Je veux dire, ça ne porte pas nécessairement au désespoir, au contraire. Là, il y a moyen de... Comment je peux dire? De réaliser que même si c'est un monde indifférent, de pouvoir vivre, c'est un miracle. Puis d'essayer de justement de cultiver notre qualité de vie pour vraiment en profiter le plus possible. Tu sais, la vie, c'est comme un grand cru là, que... Il faut vraiment en profiter. Là. Puis je sais que c'est facile à dire. Là, ouais. On me dira, ah, ouais, c'est un exemple de bourgeois, là, mais quand on y pense, c'est vrai que la vie, c'est un miracle. Ouais. Donc, c'est un petit bout de réflexion. C'est pas vraiment une... Mais non, j'adore ça. J'adore ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse, okay. En fait. Bon, mais je trouve que c'est une vraie leçon. C'en est une, là, de vraiment prendre un moment puis de dire « Wow, c'est un miracle ». Tu sais, justement, j'ai... avec Nick, bon, ça fait un bout que je le connais, c'est parce que là, vu qu'il est là, je sais qu'il nous entend, fait que je le suscite. Mais tu sais, ça nous arrive souvent, ça nous est arrivé récemment de nous dire le but, c'est juste de collectionner le plus de moments de c'est quoi les chances, tu sais. Mm-hmm. Je trouve que ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations que tu te dis c'est quoi les chances, c'est genre impossible que ça soit arrivé puis que ça arrive. Ben je trouve que ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle que la vie, c'est un petit miracle, un peu dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça beau que ça soit une leçon. C'en est une, en Parce qu'on a un peu de pouvoir pour l'améliorer, pour en profiter au max. Ben, le plus possible, disons, là. Ouais, sans que ce soit l'extase tout le temps, là, comme on disait, mais tu sais, c'est un bon investissement que d'essayer d'améliorer la qualité de sa vie. Ouais. Puis même la qualité de vie des autres. Tu sais, tantôt, vous êtes un fervent défenseur, justement, que les émotions, même les émotions négatives sont positives, mais tu sais, on regarde tous les artistes de ce monde, les plus grands artistes de ce monde, c'est tous des gens qui étaient justement... qui avaient une grosse tendance à vivre des émotions négatives, là, tu sais. Pour la plupart, là, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, c'est soutenu, là, on le sait, là, de source sûre que c'est un fait. Fait que, tu sais, juste ça, c'est fou que ça soit transcendant dans des époques, dans des lieux, que quelqu'un puisse regarder encore un art ou écouter de l'art, une musique, quoi que ce soit, puis ressentir une émotion face à ça, puis se sentir connecté avec quelqu'un, là, c'est assez fou. Fait que bref, je vais sauter à ma deuxième question pour pas vous prendre trop de votre précieux temps. Non, plus facile peut-être, j'espère. Je sais pas, c'est dur, je trouve. Mais non, je pense que celle-là peut-être va être plus facile. C'est quoi votre plus grande peur pour l'avenir? Pour l'avenir de ce monde, mettons. On y va dans ce sens-là. C'est facile, là, il y en a une couple. Ouais. Mais c'est sûr qu'on vit un moment épeurant là, à toutes sortes de niveaux, mais je pense qu'à chaque époque, on pouvait se dire ça, là, qu'on vit c'est un vrai. moment... c'est tellement vrai. Et je pense qu'avec le big picture, là, on peut voir qu'il y a une évolution des choses. Mais là, clairement... il y a quelque chose d'inquiétant qui se passe par rapport à la planète. Là. L'environnement, on y fait référence à ce moment-là. Ouais. Mais tu sais, c'est assez... En même temps, c'est quand même surprenant dans un sens qu'on soit encore... tu sais, au lieu de... Puis là, ça, c'est peut-être le petit côté sociologue qui parle en moi, mais tu sais, qu'on essaie encore de... Au lieu de changer notre mode de vie puis faire ça fonctionne pas, de trouver tout le temps encore des moyens de mettre un plaster sur le bas de bout à l'aide comment je pourrais dire, d'invention technoscientifique. Là, on est encore dans on va régler ça par ça, mais tu sais, ça règle pas la source du problème. Tu sais, j'ai l'impression que tout le temps, on règle un problème, puis il va y en avoir deux autres qui vont, tu sais, en faisant de cette façon-là, on dirait, du moins. Là. Mais bref, c'est... Ouais, mais c'est ça, j'ai quand même confiance que les pensées évoluent,
comme, tu sais, les nouvelles générations sont super informées, puis les prochaines vont l'être encore plus. Puis c'est juste que, puis les changements vont venir, mais est-ce que ça va être trop tard? Oui, parce qu'un changement, ça se fait jamais. Non, c'est ça. Puis tous les changements humains, là, ont pris du temps. Puis, donc, il y a eu une évolution sociale à plein de niveaux, mais là, on est pris un petit peu comme avec un deadline, là, qui est pas sûr, il n'est pas évident, mais tu sais, est-ce que les changements vont être irréversibles? C'est sûr que c'est inquiétant. Donc, moi, j'espère juste que l'évolution va se faire à temps, là, pour qu'on casse pas. On réagisse à ça. Est-ce que vous en croisez dans vos patients, des gens qui viennent vous voir, qui sont éco-anxieux? Ben, disons qu'ils ont d'autres chats à fouetter, dans le sens que je pense que tout le monde est éco-anxieux, mais il y en a qui viennent parler d'autres problèmes plus prenants encore. Là, mais qui ont ouais, c'est vrai que tout le monde l'est un peu. C'est sûr qu'on ne vit pas à un même niveau. Là. Mais il y en a qui consultent pour ça. Là. Ils ont de l'éco-anxiété. Ça mobilise un trouble anxieux. Là. C'est clair. Puis, bon. Ça doit être assez dur à gérer parce que tantôt, on parlait de vivre nos émotions, mais là, à ce moment-là. Puis de régler les problèmes à la source. Oui, c'est ça. Là, ça doit être assez. Ben, il y a moyen quand même de travailler à. C'est normal encore d'être anxieux par rapport à ça, mais d'être malade, anxieux, tu sais, il y a moyen quand même de réduire. Là. De faire, d'y aller pour, admettons, mais là, je sais pas si, en tout cas, je vais y aller quand même, je vais sauter, mais tu sais, de se dire, moi, c'est souvent quelque chose que je fais, mais qui m'aide, tu sais, d'y aller au pire, le pire qui peut arriver, mais là, au pire des pires, on va tous souffrir et mourir vers la fin, mais tu sais, d'ici là, tu sais, de me dire comme, d'ici là, je peux bien, comme, tu sais, mais encore là, ça vient avec une question de contrôle, c'est pas tout le monde nécessairement qui a la même tendance. Mais bref, Serge Lecourt, merci encore d'être de rien, pour votre temps. ça a été un plaisir. Merci beaucoup.